Nous restons avec l'Organisation mondiale de la santé. J'appelle à la tribune Dorota Jarosinska, qui va nous expliquer comment l'OMS travaille, fait la preuve que les pollutions atmosphériques sont mauvaises pour notre santé et ce qu'il en découle en termes normatifs. Hello, good day. Can you hear me? Yes, we can. Thank you for being with us. Thank you very much. Merci infiniment pour cette invitation et pour ma participation, pour passer en fait des épreuves scientifiques au développement réglementaire et législatif, de manière à pouvoir réduire la pollution de l'air et pour protéger. Nous avons déjà défini les objectifs. Vraiment, l'idée, c'est que tout à chacun puisse respirer de l'air qui ne soit pas nocif et les mesures préventifs et les différentes approches et stratégies et tactiques qu'il nous faut mettre en œuvre pour y parvenir. J'aimerais partager avec vous quelques points importants que l'OMS utilise et qui soulève et qui définit des preuves de manière à pouvoir asseoir tout cela. D'abord, simplement vous rappeler que les travaux de l'OMS et leur qualité remontent déjà en 1900, dans les années 50 et en fait remontent au FOG de Londres. Et donc, c'est la définition de points techniques. Alors, en 1987, les premières lignes directrices sur la qualité de l'air ont été produites, ont été diffusées. Et en fait, elle résumait les preuves liées à la qualité de l'air et indiquait ce qu'il fallait faire et quelles étaient les normes qui soient des normes sanitaires de santé pour les populations. Il y a eu donc une nouvelle édition en 2000, en 2001 et donc ça a été déjà souligné par la commissaire. Et quoi qu'il en soit, dans toutes les différentes éditions, ces directives proposent des recommandations solides pour protéger la santé humaine. Elles visent également à soutenir et à informer la définition des politiques et elles ont toujours été basées sur des évaluations complètes des preuves disponibles à un moment T. Bien sûr, au fil du temps, l'ampleur et la formulation ont évolué pour également refléter les modifications dans les preuves, mais également pour refléter les retours sur information qui ont pu être formulés par rapport à cela. Alors, lorsque les preuves sont réévaluées, lorsqu'il y a de nouvelles évaluations, on peut dire qu'il y a 7 points qui sont liés à la science, à la preuve, à notre compréhension des impacts sur la santé publique de la pollution de l'air et également les moteurs politiques. Au cours des 20-15 dernières années, il y a eu des études de qualité, des études également de cohortes multicentriques qui ont renforcé les preuves de l'impact de l'air sur la santé. Et ces études nous proviennent de différents endroits du monde et reflètent différentes expositions dans le monde. Et également, grâce au développement de la surveillance et des modèles techniques de surveillance de l'air et de la qualité de l'air, nous avons des concentrations, nous pouvons mieux évaluer les concentrations de certains polluants sur la planète. Il y a également une meilleure compréhension, une amélioration de cette compréhension et des capacités pour mieux évaluer les contributions de la
de la pollution de l'air sur le fardeau mondial des maladies. Et là encore, ce sont des importantes évaluations, des mesures importantes. Il y a également une meilleure compréhension des inégalités persistantes en matière de santé et liées aux expositions et aux impacts atmosphériques. Et ces moteurs politiques sont également importants. Ce sont des signaux clés pour l'adoption de l'utilisation des directives précédentes visant à définir des normes en matière de qualité de l'air et également dans les nouvelles lois qui pourraient être rédigées en cette matière. Et simplement pour vous rappeler qu'en 2015, la première résolution de l'Assemblée mondiale sur la santé a été publiée. Donc, quelles sont les directives qui ont été utilisées en Europe et qui ont également été amendées en matière de qualité de l'air et des directives? C'est ici un document qui identifie les niveaux qu'il faut atteindre pour préserver la santé mondiale. Et ces nouvelles directives proposent 6 polluants qui nous aident à comprendre leur impact sur la santé. Simplement pour vous dire également que les directives ne sont pas contraignantes, ce ne sont pas forcément des normes, mais il s'agit là de preuves qui donnent un socle véritablement de réflexion et qui permettent également de définir des mesures qui peuvent résulter dans des normes pour la santé publique. Et donc, il n'y a pas de recommandations liées aux effets d'une exposition multiple. Il n'y a rien au niveau professionnel également. De plus, elles ne contiennent pas de recommandations liées aux interventions parce que ça, c'est vraiment des prérogatives nationales. L'idée est véritablement de pouvoir s'intéresser aux contextes locaux. Je suis sûre que dans notre public, vous connaissez ces niveaux, vous connaissez ces directives déjà, mais j'aimerais simplement vous rappeler que les niveaux des nouvelles directives sont moindres que celles qui avaient été définies lors de l'édition précédente. Cela, en fait, est un reflet des connaissances actuelles. Et là encore, il y a une reconfirmation qu'il faut combattre la pollution de l'air, que cela est une indication que l'exposition aux polluants atmosphériques, même à des niveaux moindres, est nocif à la santé. Les nouvelles directives, de plus avec leur niveau intégré, ont des cibles. C'est donc une fonctionnalité qui était déjà présente dans les éditions précédentes. Et ces cibles visent à aider les pays et les régions où les niveaux de pollution sont très élevés et où il y a des véritables écarts entre la réalité et l'ambition. Des niveaux des directives sont si énormes que c'est parfois même décourageant. Donc, ces cibles aident à concevoir une approche pas à pas et des actions également, mais toujours dans l'idée de parvenir au niveau énoncé dans les directives. De plus, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est plus descriptive, qui s'appelle donc l'affirmation des bonnes pratiques, qui a été développée pour 3 types de particules où les préoccupations sur la santé sont formulées.
par les professionnels de santé qui cherchent des indications. Mais dans le processus de développement de ces directives et en s'intéressant aux preuves, les conclusions ont été les suivantes. Il n'est pas possible de dériver de directives médicales, mais pour ces 3 types de matières qui sont liés donc aux nuages de sable et de poussière, au carbone noir et aux particules ultra fines. Il y a donc des directives par rapport aux actions et également à l'évaluation. Tout cela est possible en termes de formulation et également pour stimuler des recherches supplémentaires qui peut-être à l'avenir pourront faire lever les barrières des différentes directives. Mais j'aimerais également rajouter quelques mots sur le développement des directives parce qu'elles sont utilisées en fait pour définir des normes pour aider les décideurs politiques. Il y a donc un processus très solide là où l'ampleur, la portée des questions permettant de réviser les preuves ont été formulées avec beaucoup d'attention, avec des experts, des groupes d'experts qui ont été désignés pour engager des révisions systématiques et ensuite le corpus de preuves a été évalué en utilisant un certain cadre pour évaluer la certitude et le niveau de certitude par rapport à ce corpus d'éléments. Ensuite, il y a eu un processus dédié pour formuler des recommandations, comment formuler les niveaux des directives. Donc, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais simplement, j'aimerais vous dire que c'est véritablement un processus très scrupuleux qui a été suivi, différents types de révisions. Ça a été très chronophage dans ce développement et de nombreuses années de travaux intensifs. Et également, les revues systématiques des preuves ont été également soumis à la revue par les pairs spécialisés dans ces questions environnementales internationales de manière à s'assurer que les preuves étaient véritablement solides. Alors, maintenant, nous avons ces directives qui sont mises à l'essai. Bien sûr, les utilisateurs sont nombreux, mais comme je l'ai dit, il s'agit là d'un outil de preuve solide à l'appui des décisions politiques à prendre pour nous aider à revoir et à pouvoir nous attaquer à ce fardeau pathologique d'ampleur. De plus, il y a des questions de recherche qui sont pertinentes. Il y a également donc un foyer favorable à mieux avoir des actions qui soient plus efficaces. Et également, c'est un outil important pour les actions climatiques, comme cela a déjà été mentionné par le Dr Neira. C'est un potentiel de synergie parce que, comme cela a été dit, c'est véritablement là où on peut faire levier. Et c'est également des directives qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'action climatique. Et quand on s'intéresse au niveau des besoins mondiaux, pour les normes de qualité qui protégerait la santé humaine. C'est véritablement énorme. C'est un graphique qui vient de l'évaluation produite par le PNUE où on voit que sur la planète et sur les différents pays, les guides, les directives en matière de qualité de l'air ont été adoptées au niveau des normes nationales et je m'axerai sur cette barre ici où l'on voit la proportion des pays où aucune norme légale sont disponibles pour la qualité de l'air et pour une référence aux directives. C'est simplement pour que vous ayez une notion des besoins au niveau mondial. Et en Europe,
la situation a un aspect différent. On a déjà parlé des amendements de la révision de la directive en matière de qualité de l'air. Ça a déjà été dit, mais j'aimerais mentionner également que dans les régions européennes de l'OMS, il y a un engagement de mesures et ça a été donc adopté par les 53 pays des régions européennes et les différents ministres de la Santé, où il y a un engagement d'agir et de réduire la pollution environnementale en faveur de la santé et également la mise en œuvre de normes et également l'utilisation de plateformes de référence. Les directives, on peut dire qu'elles sont les travaux normatifs les plus importants. On travaille de plus sur d'autres documents devant aider les pays à réduire la pollution atmosphérique et améliorer la santé, et notamment les éléments probants en matière de polluants. Là, nous avons des outils qui aident à quantifier, à traduire cet argument sanitaire en chiffres et également les avantages qui pourraient être obtenus si les polluants pouvaient être réduits. Et également, il y a cet outil ici, le ClimaC-H, qui réunit les mesures de réduction des polluants et des gaz à effet de serre. Et enfin, on parlait de synergie. Donc là, nous avons la réduction des effets du changement climatique. Et là, nous avons également les avantages liés à la santé humaine. Et donc, cela, nous avons des résultats et à quel point ils sont bénéficiaires en matière économique. Et enfin, j'aimerais juste souligner, là où on voit que tous les acteurs dans le secteur sanitaire sont impliqués, mais il y a également les différents secteurs. Il faut que chacun endosse ce rôle. Il faut donc faire du plaidoyer, accroître, mieux sensibiliser, également parler, faire de la publicité auprès des patients, etc. Et c'est quelque chose qui doit être généralisé et qui sera également très bénéfique. Et enfin, j'aimerais souligner les différentes entités, les différentes personnes qui ont contribué à ces directives et à ce travail. Donc, ceci dit, j'aimerais donc vous remercier pour votre écoute et voici donc là les informations qui me permettront de connaître davantage, d'avoir davantage d'informations sur ces travaux. Merci, merci beaucoup. Nous allons voir maintenant avec un parlementaire européen qui est lui aussi en visio si les attentes, si les enjeux sont à la hauteur, si la nouvelle directive, celle qui est en cours de négociation, est à la hauteur des enjeux. Christophe Clergeau, êtes-vous avec nous? Donc, je suis bien en ligne, mais je ne vois pas l'écran. Nous vous entendons. Voilà. Merci d'être avec nous. Et est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous préciser un petit peu ce que vous pensez du projet de directive et quels sont les positionnements des différents groupes de parlementaires européens? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation que je dois à mon prédécesseur, Éric Andrieux, qui a été longtemps député européen de cette région d'Occitanie et très mobilisé sur ces questions d'environnement. Je voudrais d'abord saluer tous les participants, saluer aussi la région Occitanie, Carole Delga et Agnès Longeville, parce que je connais leur implication pour mener cette bataille pour que la transition écologique soit aussi une bataille pour la santé publique et pour le bien-être des populations. Et puis, je connais le rôle des ATMO, puisque je suis moi-même conseiller régional en Pays de la Loire, et j'ai eu à suivre leur activité quand j'étais dans l'exécutif. Alors, aujourd'hui, je suis membre de la commission environnement du Parlement européen, donc je ne suis pas rapporteur de ce texte, je ne suis pas
un pur spécialiste, mais je l'ai suivi et je voudrais effectivement témoigner de la manière dont se posent les débats au niveau européen et vous donner des éléments d'actualité de ce texte dont l'examen n'est pas terminé. Et je pense que les interventions, par exemple, de la Commission, ensuite, permettront aussi d'apporter des éléments complémentaires. D'abord, pour rejoindre l'intervention initiale de l'OMS, je voudrais dire qu'on est dans le dur du débat sur le Green Deal. Et l'actualité de ces dernières heures le montre, puisque vous l'avez peut-être vu ce matin, la présidente de la Commission européenne a annoncé l'abandon du texte sur les pesticides, qui n'est pas sans lien avec nos débats d'aujourd'hui, après qu'il y ait eu la révélation du fait que des entreprises comme Nestlé Water avaient appliqué des techniques illégales aux eaux minérales parce que les eaux étaient polluées. Donc, on est face à un défi majeur de relever l'enjeu de restaurer nos milieux naturels et nos espaces de vie au nom de la protection de l'environnement et de la protection de la santé humaine. Et c'était bien le sens du Green Deal quand il a été lancé en 2019. Il faut se rappeler que c'était un programme législatif considérable avec plusieurs dizaines de directives et ce programme a été déployé. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une prise de conscience en Europe, et notamment grâce à des travaux de l'OMS, mais pas seulement, des enjeux écologiques et sanitaires, la volonté d'édicter des normes, et ces normes ont été traduites dans des textes législatifs, mais finalement, au fur et à mesure que les normes sont élaborées, chacun prend conscience de ce que ça transforme en termes de mode de vie, des conséquences, des enjeux en termes d'investissement, et on voit se réduire les positions et se développer des forces de résistance. Donc, au fil des années, les raisons initiales d'agir, et notamment toutes les données que vous avez évoquées depuis le début de cette conférence, sont perdues de vue, et les raisons de retarder les échéances et de prendre le temps sont remises en avant. Donc, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, et vous avez un rôle à jouer là-dedans, de réveiller le débat public sur les questions d'environnement et de santé publique. Rien n'est acquis, ni quand on parle du changement climatique, ni quand on parle des conséquences sur la santé, des pollutions de l'air, des pollutions atmosphériques. Donc, le rôle de toutes celles et ceux qui produisent des données, qui les formalisent, qui les communiquent, qui les expliquent est essentiel. Le rôle des coalitions qui relient des acteurs de nature différente pour porter ensemble une vision des problèmes et une vision des solutions est absolument essentiel. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'un des acquis de ce texte, ce sera de prévoir une large consultation publique sur les plans ou feuilles de route de qualité de l'air qui devront être élaborés d'ici 2030. C'est en tout cas quelque chose qui ressort à ce stade du trilogue, et que la société civile, les citoyens se saisissent de ces questions-là, puissent en débattre éclairés par vos travaux et par les publications scientifiques, c'est absolument essentiel. Et peut-être qu'il faudrait encore plus souligner les enjeux de justice sociale liés à la qualité de l'air, comment cela affecte de manière différente les différents types de publics dans nos pays, et joindre cette question de la qualité de l'air avec la question plus globale des vulnérabilités, parce que finalement, ce sont toujours les mêmes, et souvent aux mêmes endroits, qui sont victimes des différents enjeux environnementaux. Avant de revenir au texte, je voudrais juste faire un point d'actualité très rapide sur ce que l'on a lu encore dans les Échos ce matin sur les conditions de mise en œuvre de critères 3 dans les grandes métropoles françaises, pour souligner la question de l'importance des données et de la justice sociale, parce qu'on voit Rouen ou Marseille différer la mise en place de critères 3 sur la base de données qui vont être publiées, et évidemment au regard des propres réflexions qui sont les vôtres sur les systèmes de collecte, sur les points fixes, les points mobiles, sur les enjeux de modélisation, on voit bien que la construction des données est un élément essentiel pour guider les temporalités et le rythme et l'intensité des décisions prises par les décideurs publics. Donc moi, je n'ai pas d'avis sur le bien fondé des décisions prises par Rouen, par Marseille ou peut-être par d'autres demain, mais en tant que citoyen, je m'interroge sur la transparence des processus qui amènent à ces décisions liées aux conditions de construction
des données et liée au débat public qui doit pouvoir avoir lieu dans ce domaine. Alors pour venir au texte lui-même et aux dynamiques en cours à Bruxelles et à Strasbourg, puisque là je suis à Strasbourg, siège du Parlement. Qu'est-ce qui se passe depuis un an autour du Green Deal? Eh bien finalement, nous sommes confrontés à une attaque en règle du Green Deal par la droite et l'extrême droite européenne, fortement soutenue par les différents lobbies, les lobbies agricoles évidemment, les lobbies des transports, de la mobilité de manière plus générale, dans une moindre mesure par les lobbies industriels, qui cherchent à délégitimer le Green Deal, à contester les données climatiques ou de santé publique qui ont été le point de départ des initiatives législatives et à repousser systématiquement l'ensemble des échéances. Et cette question de savoir quelles sont les forces politiques qui se mettent en mouvement pour accélérer ou pour ralentir les processus, elle est centrale, puisque, comme vous le savez, dans le processus de décision européen, il faut que le Parlement vote une position, mais il faut aussi que le Conseil vote une position sur la base de la proposition faite par la Commission européenne, et ensuite s'engage le trilogue, le débat à trois, et tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de texte. Et donc on a une géopolitique du débat qui est assez complexe, entre la géopolitique des forces politiques et de cette offensive de la droite et de l'extrême droite pour retarder le Green Deal, qui trouve évidemment son prolongement dans les positions défendues par un certain nombre d'États, mais aussi une géopolitique de positions nationales qui parfois transgressent les clivages politiques pour correspondre à des manières différentes d'un pays à l'autre de vivre ces débats. Et donc nous sommes dans cette pleine période de rapport de force. Et ce n'est pas, une fois que le vote au Parlement est passé, ce n'est pas pour autant que le débat au Parlement ou que le débat public européen s'arrête. Et il faudrait éviter à tout prix que les débats dans les trilogues soient des débats secrets. Il faudrait arriver à une certaine transparence, et on va essayer d'y contribuer aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors sur ce texte, les socialistes européens, et le plus souvent alliés avec les Verts et avec la gauche européenne, essaient de préserver dans chaque domaine du Green Deal un chemin de transformation ambitieux et avec des jalons dans le temps qui soient des jalons robustes et avec une transparence vis-à-vis des citoyens, des critères de décision et des décisions qui sont prises. Alors je vais essayer de reprendre point par point tout ce que j'ai compris, n'étant pas spécialiste mais engagé dans cette commission environnement, les points clés du débat et de vous retracer où on en est et le rôle qu'a joué le Parlement. Le premier point de débat, c'est comment on va vers cette trajectoire zéro pollution en 2050, donc en surveillant quel polluant, avec quel seuil et quelle temporalité. Le Parlement a mené une bataille pour que les sujets observés, peut-être pas encore tous avec des objectifs quantifiés, mais soient plus larges, notamment pour que le carbone noir, l'ammoniac ou le mercure soient inclus dans les sujets qui fassent l'objet d'une très grande attention. Et là, ce point n'est toujours pas tranché. Le Parlement s'est aussi battu pour qu'on vise dès 2035 l'atteinte des guidelines de l'OMS, qui est ce qui allait plus loin que la Commission, qui proposait d'atteindre en 2030 des niveaux d'objectifs inférieurs aux guidelines de l'OMS. Très probablement, le trilogue va aller plutôt dans le sens de la Commission, mais nous continuons à nous battre sur 3 points en parallèle. Un, bien sûr, à minima, tenir les objectifs de la Commission en 2030, garder un objectif 2035 sur les guidelines de l'OMS et avoir un mécanisme de révision qui soit basé sur la prise en compte à tout moment des avancées de la science et des évolutions des guidelines de l'OMS pour qu'il n'y ait aucun retour en arrière possible, mais qu'il y ait au contraire une incitation à accélérer les évolutions. En lien avec ce débat sur les seuils et les temporalités, il y a un débat évidemment sur les données, sur leur transparence et sur leurs conditions de production. Donc le Parlement n'a cessé de se battre pour
renforcer la cohérence des indicateurs à l'échelle européenne, pour harmoniser et par le haut les ambitions en termes de collecte des données, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que des points fixes de collecte, mais aussi des points mobiles et une diversité de recueil des données, et pour faire reconnaître la modélisation qui est chère aux ACMO en France, pour avoir une approche des réalités et des impacts sur les populations qui soient les plus pragmatiques et les plus complètes. Et donc, je crois que malgré la résistance des États, notamment au Conseil, nous allons à ce stade vers une reconnaissance de la modélisation dont il faut surveiller de près les détails, mais qui serait, je pense, pour vous et pour nous tous, un acquis extrêmement important. Alors néanmoins, le diable se cache dans les détails et les États, le Conseil, se bat pour imposer des cadres de dérogation. Alors des cadres de dérogation qui peuvent être liés à des conditions spécifiques des États, mais ça laisse toujours lieu à beaucoup d'interprétations, et dans certains cas qui pourraient aller jusqu'à repousser en 2040 l'atteinte des objectifs qui sont prévus en 2030, et ce qui est bien évidemment inacceptable pour le Parlement européen. Un des éléments mis en avant par les États, et qui est un élément particulièrement ambigu, c'est de tenir compte du niveau de pauvreté des populations. Et donc il y a évidemment une obligation de tenir compte de cette situation de pauvreté, parce que accéder à une voiture électrique neuve ou faire des investissements nécessaires peut être hors de portée de familles ou de territoires, mais la prise en compte des inégalités de revenus ou de développement ne peut pas non plus servir de justification à repousser en permanence les ambitions. Et donc ça fait écho à un enjeu qui est un enjeu d'investissement au niveau européen et d'investissement solidaire pour que les populations puissent être soutenues et que les investissements soient réalisés, quel que soit le niveau de développement des pays. Mais ça va rester un point de débat important au sein du trilogue. Le Conseil a introduit un élément que le Parlement aurait peut-être dû introduire, qui est l'importance des coopérations transfrontalières, et c'est important aussi en Occitanie, et c'est aujourd'hui pris en compte dans le trilogue, avec la possibilité pour une région ou un État proche d'un autre d'avoir accès aux informations et de tirer la sonnette d'alarme. Il y a une convergence qui est en train de se faire, je l'ai évoqué il y a quelques minutes, sur les conditions d'élaboration des plans sur la qualité de l'air et la consultation publique. Alors, il y a un débat sur le calendrier d'élaboration des plans. 5 ans, voulait le Parlement, 2030, disait la Commission, 10 ans, voulait le Conseil. Évidemment, tout ça, c'est à partir de la date de mise en effet juridique de la loi. Donc, il y a un débat qui se poursuit là-dessus. Et puis, le Parlement, comme le Conseil, ont insisté pour un droit à l'indemnisation des personnes victimes et des sanctions face à ceux qui porteraient une responsabilité particulière dans la non-atteinte des objectifs qui seraient fixés par les textes. Et ce point-là progresse également, mais n'est pas encore totalement stabilisé au sein du trilogue. Donc vous voyez, je vais m'en arrêter là, parce que je pense que mon temps est proche d'être atteint. La difficulté de ces processus, qui ont des moments de visibilité très forts, souvent au moment où la Commission met sur la table sa proposition et où le Parlement s'en saisit, une difficulté pour tous, pour vous comme pour moi, de suivre ce qui se passe au sein du Conseil. Et une fois que le Conseil a une position, cette boîte noire du trilogue qui est difficile à décrypter. Et pour terminer, j'insiste vraiment très fortement sur, le rôle crucial de toutes celles et tous ceux qui amènent de la science et qui amènent des informations indépendantes et des données pour alimenter le débat, et 2, la nécessité absolue qu'il y ait un débat citoyen qui continue à exister, un débat public large à toutes les étapes de la décision, jusqu'au dernier moment de décision, puisqu'une fois que le trilogue aura terminé ses travaux, le Parlement aura à voter définitivement, comme le Conseil aura à voter définitivement. Et il est arrivé que quand des trilogues étaient mauvais, le Parlement rejette à la fin le compromis trouvé. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, parce que nous souhaitons qu'un texte existe rapidement pour aller de l'avant. Mais c'est juste, je dis ça pour montrer que le débat existe jusqu'au terme du processus parlementaire. Merci beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition pour prolonger les échanges que nous avons eus aussi en amont de cette conférence et à l'occasion des travaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.
Grâce à la magie des ondes, nous allons poursuivre ces RIAS en recevant François Vaknut de la Commission européenne qui va nous faire le point sur l'état des réflexions et de la rédaction de du prochain texte. Monsieur Vaknut, êtes-vous avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, clair. Parfait. Parfait, je vous entends et je vous vois également. Permettez-moi tout d'abord de remercier Atmo France, Atmo Occitanie, Ineris pour l'organisation de ces rencontres internationales RS Santé 2024. J'avais pu être parmi vous en personne lors d'une précédente édition de ces rencontres et j'aurais évidemment souhaité pouvoir être à nouveau avec vous à Toulouse aujourd'hui. C'est pas possible malheureusement du fait des négociations qui sont en cours sur la nouvelle directive européenne. Qui sera l'objet de mon propos. Vous m'avez demandé d'aborder ce projet de nouvelle directive et de vous dire un peu où nous en sommes. Alors, vous avez entendu il y a quelques instants un certain nombre d'éléments de cadrage de la part du Parlement européen via l'eurodéputé Clergeau. Je vais, pour ma part, procéder en deux temps. Je vais d'abord expliquer pourquoi la pollution de l'air est un défi, une politique de premier plan au niveau de l'Union européenne et donc de la Commission européenne dans ce mandat. Et je viendrai ensuite à la révision en cours et à ses enjeux en donnant des éclairages du point de vue de la Commission. Et donc, au moment où je vous parle, on est vraiment au cœur du processus de trilogue qui s'est initié dès après l'adoption par la Commission de son texte. C'était en octobre 2022. Et donc, c'est un processus qui est sur le point d'aboutir, on l'espère, dans les prochaines semaines. Mais d'abord, les enjeux de la politique relative à la pollution de l'air en Europe. Vous avez entendu ce matin aussi, évidemment, le commissaire Sinkevičius aborder cette question et nos collègues de l'OMS, avec lesquels on travaille de façon étroite, présenter les grands enjeux scientifiques qui sous-tendent les discussions que nous avons ici à Bruxelles ou à Strasbourg au Parlement européen. Je crois que ce qui est important pour commencer, c'est d'aborder la spécificité de la pollution de l'air, c'est qu'on ne la voit pas la plupart du temps. Et ça, c'est un enjeu en termes de politique publique. Quand on parle de pollution de l'air, on parle de gaz, on parle de particules que nous émettons dans l'atmosphère, pour la plupart en raison d'activités humaines, que ce soit le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone ou le benzène, on ne les voit pas. Et les particules en question sont aussi petites individuellement que se greffent à elles des métaux lourds qu'on ne voit d'autant moins. Et donc, c'est un enjeu de communication publique. On parle souvent du tueur invisible quand on se réfère à la politique de qualité de l'air et de réduction de la pollution atmosphérique, parce que c'est difficile parfois d'agir sur une politique qu'on ne voit pas. L'image qui est souvent utilisée, c'est celle de la largeur d'un cheveu, dans laquelle on peut faire tenir 7 particules PM10 ou 28 PM2.5. Et donc cet enjeu-là, quelque chose qui ne se voit pas mais qui a un impact considérable, c'est un petit peu une spécificité de cette politique. Alors, on n'a pas commencé à travailler sur la pollution atmosphérique en Europe récemment. C'est une politique qui fait partie de l'ADN de la politique européenne en matière d'environnement et de santé publique. Les premières interventions publiques intervenues au niveau européen datent des années 80. Elles ont été étendues dans les années 90, dans les années 2000. Et il y a 3 grands piliers d'action. Le premier pilier, c'est la directive qualité de l'air. En fait, on en a plusieurs aujourd'hui. Donc, ce sont les directives relatives à la qualité de l'air qui établissent évidemment des concentrations de niveau pour un certain nombre de polluants qui ne doivent pas être dépassés où qu'on se trouve dans l'Union européenne. Et cette mention de où qu'on se trouve dans l'Union européenne, elle est essentielle puisqu'évidemment, que vous soyez à Sofia ou à Dublin, vous avez le même droit de respirer un air propre en Europe. Et j'y reviendrai parce que c'est un enjeu dans le cadre de la révision en cours. Le second pilier de nos politiques, c'est ce qu'on appelle la directive sur les engagements, les plafonds de révision d'émissions nationales. Donc, dans son jargon anglais, c'est la NEC Directive, National Emissions Reduction Commitments Directive, qui couvre 5 polluants pour lesquels les États membres ont défini de limiter leurs émissions nationales pour
un nombre donc de polluants qui sont 5, le PM2.5, les NOx, les SOx, l'ammoniac et les composés organiques volatiles, mais pas le méthane. Et donc le troisième grand pilier d'action, c'est d'établir des limites en termes de pollution atmosphérique dans les différents secteurs d'activité économique qui sont réglementés au niveau européen. Je pense évidemment au transport, à l'industrie, au secteur de l'énergie. Et donc là, on a un certain nombre d'outils. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont été révisés dans le cadre du mandat qui va se terminer cette année. Je pense à la directive sur les émissions industrielles, les standards euro pour les véhicules, où on a travaillé aussi beaucoup sur éco-design qui est en cours d'évaluation. Et donc, ces trois grands axes d'action définissent la politique européenne en matière de protection contre la pollution atmosphérique. Donc, c'est impossible de réussir, si vous voulez, si on n'agit pas sur ces trois fronts en même temps. Alors, est-ce que les choses ont fonctionné jusqu'ici? C'est le point que je vais aborder à présent. Si on regarde la situation depuis 2005, on peut s'apercevoir au niveau européen qu'on a réduit les émissions de polluants atmosphériques dans l'Union européenne. Pour certains polluants, de l'ordre de 80%, c'est le cas du SO2, de 27% pour les particules ou de 12% pour l'ammoniac. C'est moindre et vous voyez qu'il y a des écarts qui sont importants, mais enfin, on est sur une trajectoire de progrès, ce qui est heureux au vu des efforts qui ont été consentis. Si on compare dans le même temps le PIB européen et son évolution, on s'aperçoit qu'entre 2005 et aujourd'hui, il a augmenté de l'ordre de 13%. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la réduction de la pollution de l'air n'est pas une politique qui nuit à des perspectives de croissance économique. Et ça, c'est un enjeu qui est important dans le cadre de critiques qui peuvent être formulées sur le fait que ce serait un frein à la prospérité en Europe. Ça n'est pas le cas et c'est important de le souligner. Ce qu'on a aussi constaté, et peut-être encore plus essentiellement, puisque c'est un enjeu de santé publique en premier lieu, c'est que les résultats qui ont été obtenus ont permis aussi de réduire les morts prématurées qui sont attribuables au PM2.5, le polluant de référence qu'on utilise en général pour illustrer ces données. Et on s'aperçoit qu'on est de l'ordre de 45% de réduction lors des dernières décennies, des 2 dernières décennies. Donc on est dans une perspective qui nous permet d'envisager d'atteindre l'objectif de réduction de 55% de morts prématurées qu'on a établi d'ici à 2030 dans le cadre du plan d'action zéro pollution de la Commission qui a été adopté en 2021 dans le cadre du pacte vert. Alors, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que la politique en matière de réduction de pollution de l'air en Europe fonctionne. Mais la deuxième conclusion qu'on doit en tirer, c'est que ça ne suffit pas. Les estimations aujourd'hui au niveau européen nous montrent qu'on est encore dans une situation qui est problématique, notamment du fait qu'on a plus de 230 000 morts prématurées qui restent attribuables à un seul polluant, le PM2.5 à nouveau, aujourd'hui, chaque année. Et la mortalité n'est qu'une façon d'illustrer le problème. L'autre grande dimension qui doit être soulignée, c'est évidemment pour ceux qui vivent avec des pathologies qui sont soit liées, aggravées par les conditions de vie liées à l'air qu'ils respirent. On pense aux maladies respiratoires, aux maladies cardiovasculaires, à l'asthme. Tout ça est très bien établi et l'OMS l'a souligné via Maria Neira et Dorota Jarosińska tout à l'heure. Et si on prend une référence de données de l'OMS au niveau de l'Union européenne, enfin de l'Europe de façon élargie, 17% des cancers des poumons en Europe sont dus à la pollution de l'air. Donc c'est tout à fait inacceptable et se greffe à cette dimension de santé, une dimension sociale, et ça a été souligné par M. Clergeau il y a un instant, puisqu'on constate que très souvent, la pollution de l'air affecte de façon disproportionnée les groupes les plus vulnérables de nos sociétés. Les enfants, les personnes âgées, les personnes qui souffrent de conditions médicales qui les rendent plus susceptibles de développer des pathologies. Et donc, on est dans une situation qui est de l'ordre du doublement inacceptable. L'Agence européenne de l'environnement à Copenhague a fait des travaux sur la dimension sociale de la pollution de l'air en Europe, que je vous invite à consulter si vous ne les connaissez pas déjà. C'est très pertinent
et c'est un éclairage complémentaire utile. Un troisième problème, au-delà de la santé et du coût économique, c'est évidemment le coût environnemental, puisque la pollution de l'air est aussi un facteur important d'eutrophisation et d'acidification de nos écosystèmes, un facteur de réduction du rendement agricole. La crise agricole était évidemment à l'attention de tous ces derniers jours, et un élément peut-être qui n'est pas toujours communiqué, c'est que la pollution de l'air est aussi un facteur nuisible, non seulement évidemment aux agriculteurs eux-mêmes, mais à la possibilité de leur rendement de demeurer aussi important qu'il ne le serait avec un air plus pur. Et donc là, on parle de deux zones essentiellement. Et donc, en termes d'impact économique, on a quantifié au niveau européen la valeur des impacts de santé, des impacts pour nos économies, et on est de l'ordre de 230 à 850 milliards d'euros par an de coûts. Donc c'est évidemment une raison d'agir. Et ça me fait venir à ce que nous avons fait dans le cadre de ce mandat, y inclut évidemment la révision à laquelle je vais venir. Et donc le cadre d'action, c'est le Pacte vert pour l'Europe. Le Pacte vert pour l'Europe reprend notamment en matière de qualité de l'air 2 éléments. Le premier, c'est d'inviter la Commission à tirer les enseignements de l'évaluation de la législation actuelle en matière de qualité de l'air, évaluation que nous avions conduite entre 2017 et 2019. Et dans ce cadre-là, il est proposé que la Commission renforce les dispositions relatives à la surveillance, à la modélisation et au plan relatif à la qualité de l'air. Tous ces sujets ont été mentionnés par M. Clergeau, afin d'aider les autorités locales à rendre l'air plus propre en Europe. Et pour ce faire, et c'est l'élément clé qui a déclenché l'action qui nous occupe aujourd'hui, la Commission s'est engagée à proposer de réviser les normes en matière de qualité de l'air afin de les aligner davantage sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est ce que nous avons donc fait en 2022, plus exactement le 26 octobre 2022, la Commission a proposé une révision de nos directives qualité de l'air en les fusionnant, donc en ayant un seul texte en matière de qualité de l'air. Et nous avons développé ce travail à partir d'analyses conséquentes. Donc d'abord l'évaluation de 2017 à 2019 de la législation actuelle, puisque pour réfléchir à la législation future, il faut comprendre comment a fonctionné la législation actuelle. C'est une précondition. Et on a également, évidemment, dans le cadre de notre politique sur la meilleure réglementation, développé un arsenal d'études d'impact à partir de 2020, début 2020, que nous avons donc complété à la fin 2022, au moment où la proposition a été faite. Et cet arsenal inclut une analyse quantitative de différentes options qui ont été étudiées sur la base de modèles, on revient à la modélisation, de modèles en matière de qualité de l'air. Donc il faut autorité en la matière, pour ceux qui les connaissent, Gaines, IMEP, UIMEP, JME3. Donc c'est vraiment à partir de ces modèles qu'on a travaillé. On a aussi beaucoup consulté. On a reçu plus de 1000 réponses écrites. On a eu plusieurs sessions de consultation avec des experts. On a essayé d'inclure l'intégralité des experts concernés, mais aussi les citoyens mobilisés. Donc, on a eu des événements qui ont rassemblé plus de 400 participants et qui regroupent donc des organisations qui ont une activité soit en matière de qualité de l'air, soit en matière d'émissions atmosphériques dans l'ensemble de l'Union européenne. Atmo, Ineris et de très nombreux autres acteurs présents aujourd'hui ici à Toulouse ou à Montpellier ont contribué. On les en remercie. Et donc, on a voulu écouter toutes les perspectives de façon à enrichir nos débats, mais rester dans une logique qui, évidemment, se fonde sur ce que les données nous donnent et les éléments quantitatifs dont on dispose. François, c'est un élément de débat qui... Pardon ? Vous avez un peu moins d'une minute. Oui, c'est un débat qui a été transparent et extrêmement bien documenté. Et donc, à partir de là, on a fait la proposition qui est sur la table aujourd'hui. Et ce que je voudrais donc résumer, c'est les 4 éléments de cette proposition. Le premier, c'est l'environnement et la santé. Et donc là, on établit un objectif zéro pollution d'ici 2050. Et pour ce faire, on définit des standards d'ici 2030. Pour ces standards, on a un alignement plus proche de l'OMS, mais on n'a pas un alignement complet avec l'OMS d'ici à 2030.
On propose aussi un grand volet sur la gouvernance et la mise en œuvre. Et donc, ça inclut des éléments en termes de compensation, d'accès à la justice, de sanctions, qui sont débattus aujourd'hui et qui sont importants parce que ce serait une avancée considérable pour le citoyen. Et donc, pour ce faire, on a aussi inclus des éléments de coopération transfrontalière qui figurent dans le texte de la Commission, ça je souhaitais le dire, mais qui sont aujourd'hui débattus par le co-législateur de façon à les amplifier. Sur le monitorage et l'évaluation, un élément clé, puisqu'on ne peut agir que sur ce que l'on mesure de façon convenable, on a ici renforcé les dispositions en vigueur. On dispose aujourd'hui de 4000 stations de monitorage en Europe qui sont liées à la législation. C'est considérable, on doit en être fiers, et donc c'est les efforts des États membres et des régions qui ont permis d'arriver à ces chiffres. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est mobiliser davantage l'action en termes de représentativité des points fixes, d'avoir aussi des mesures qui soient plus efficaces, et notamment via la modélisation et son utilisation accrue. Ça, c'est quelque chose que la Commission promeut. Et ensuite, de mesurer des polluants dans le cadre de supersites, comme on les appelle, qui ne sont pas encore réglementés au niveau européen, mais sur lesquels on doit parfaire nos connaissances. Les particules ultra fines, le carbone suie, l'ammoniac. Et donc, ça nous permettra d'en savoir plus sur leurs impacts sanitaires et donc de réfléchir dans le cadre d'une révision future à la possibilité ou à l'opportunité de les réglementer. Dernier grand volet, l'information à la communication. On ne peut être efficace que si le citoyen est mobilisé, et pour ce faire, on a renforcé l'arsenal disponible dans la matière, notamment en obligeant les États membres à établir des indices de qualité de l'air qui fournissent des mises à jour chaque heure, de façon à ce qu'on ait une idée précise sur les polluants principaux, et aussi de travailler à ce qu'une information soit fournie au public de façon à ce qu'on puisse agir sur l'information en termes de qualité de l'air, puisque des recommandations peuvent être utiles pour prévenir notamment des expositions qui sont nuisibles à nos citoyens. Et donc je conclurai, et il me reste 30 secondes, sur les résultats qu'on peut escompter si les propositions de la Commission sont retenues par le co-législateur. Le premier, c'est en termes d'impact de santé publique, une réduction de plus de 50% de l'exposition, notamment en matière de mort prématurée, des bénéfices en termes environnementaux, puisqu'on ferait décliner l'eutrophisation de 22%, l'acidification de 63%, c'est considérable, et des impacts économiques et qui sont considérables également, avec 42 milliards de bénéfices bruts d'ici à 2030, qui sont à comparer avec 6 milliards de coûts de mise en œuvre. Donc, je dirais que les enjeux sont clairs. On est dans une nécessité d'agir vite. Et le plus grand enjeu aujourd'hui, c'est de finaliser la négociation qui est en cours. Il ne nous reste que quelques semaines avant que le Parlement européen n'arrive au terme de son mandat en termes opérationnels de gestion des trilogues. Et le Conseil est aussi sous pression. Donc la Commission fait tout son possible de façon à ce qu'on arrive à des résultats concluants, à la hauteur des enjeux pour nos citoyens et à la hauteur de nos objectifs tels qu'ils ont été fixés dans le livre vert. Je vous remercie et je suis désolé d'avoir été un peu plus long. Merci François Wachnut. Vous savez maintenant comment s'élaborent les normes grâce aux données des scientifiques. Vous savez comment ça se passe en Europe. Je vous propose de jeter un œil sur ce qui se passe aux États-Unis. Et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Scavo, qui travaille à l'Agence fédérale de protection de l'environnement, qui va nous expliquer comment se passe l'élaboration des normes aux États-Unis d'Amérique. Scavo, you have the floor. Hello everyone. Thank you. Thank you everybody for Bonjour à tous et merci de votre invitation à venir ici. C'est un plaisir d'être avec vous tous. Je dois dire que je travaille maintenant avec le département d'État américain. J'avais effectivement déjà passé 30 ans auprès de l'Agence de l'environnement américaine et je travaille maintenant avec les instances qui s'occupent au travers de l'ONU
de la pollution atmosphérique. Donc nous avons évidemment besoin de mesures dans tous les pays du monde pour pouvoir travailler. Alors je vous parlerai un petit peu aussi de ma trajectoire, comment j'ai travaillé sur la réglementation nationale avec l'Agence de l'environnement, et puis je vous parlerai de l'importance de la coopération régionale et de la Convention sur l'air qui comporte beaucoup de mots, mais en fait qui est basé sur tout le travail fait depuis 40 ans avec vous tous d'ailleurs en Europe de l'Est aussi, mais aussi avec le Canada, en Amérique du Nord. Et je parlerai des efforts qui sont faits au niveau mondial et qui sont également promus par les États-Unis pour la prochaine Assemblée générale de l'ONU à Nairobi. Alors aux États-Unis, je suis très contente que l'OMS ait bien établi des directives qui sont en fait beaucoup plus serrées que celles que nous faisons nous-mêmes. Et toutefois, nos directives sont malgré tout totalement elles nous obligent en fait, et c'est pour ça que nous sommes très contents de travailler avec l'OMS et avec différents scientifiques. Et ainsi, nous pouvons fixer des standards américains qui sont basés sur des preuves scientifiques, mais nous avons aussi une petite marge de sécurité en regardant donc toute une gamme de différents facteurs. Mais du fait que ces directives sont obligatoires, ceci a motivé en fait beaucoup de demandes qui ont été faites par différentes agences d'État et qui impliquent des mesures à mettre en place. Alors nous avons aussi une loi sur la qualité de l'air, et cette loi est donc basée sur différents types de sources existantes, mais ça peut être aussi le problème. Alors au niveau des plans de mise en œuvre, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. On a effectivement parfois des villes et des États qui ne les utilisent pas, mais c'est un processus à ce moment-là qui est très rigoureux et qui est supervisé par une agence nationale aux États-Unis. Par exemple, dans le cas de New York, leur contrôleur de qualité de l'air, s'ils ne sont pas dans les normes, doivent considérer, par exemple, quel est le quartier de New York qui peut être concerné. Est-ce qu'il y a des sources existantes, de nouvelles sources à ajouter, quel type d'air, etc. Et ce sont donc des processus très longs entre l'État en question et le gouvernement fédéral pour être sûr qu'on peut établir des réglementations plus localisées pour pouvoir faire face à ces directives. Alors, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai travaillé pendant 17 ans, effectivement, sur la mise en œuvre des différentes étapes de ces systèmes anti-pollution, qui sont pourtant très simples, mais qui restent très difficiles à mettre en place aux États-Unis. Maintenant, nous avons effectivement, donc, en fonction des États et des lieux, les choses peuvent différer. Alors, il y a des révisions qui se font tous les 5 ans, parfois même moins. À l'heure actuelle, on est en train de réviser certaines normes à 2 ans et demi plutôt. Et c'est un système qui est à la fois rigoureux, complexe, entre le gouvernement national et les gouvernements des États locaux. Alors, si on continue avec la diapo suivante, nous travaillons en fait sur 6 polluants en particulier. On fait donc les PM2,5, mais aussi le plomb et autres. Il y en a au moins 5. Donc, nous avons évidemment intégré des rapports scientifiques, et pour cela, nous travaillons avec différents scientifiques, avec des agences de protection de l'environnement qui existent non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. On fait également des évaluations de risques et d'exposition.
Et on regarde donc toutes les données scientifiques et on donne alors des gammes de valeurs pour essayer d'établir des normes. Et l'administrateur va donc utiliser son discernement pour voir quelle est la norme la plus utile en fonction des données scientifiques. Et là arrive la partie, je dirais, obligatoire, puisqu'il y a des choses à mettre en œuvre à certaines dates. Et donc, il peut y avoir quelques différences entre certaines directives que nous émettons et celles qui sont recommandées par l'OMS. Alors, nous avons un programme qui s'appelle le New Source Review et donc aussi le Clean Air Act qui concerne tous les secteurs sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Alors là, nous avons la division des responsabilités entre la partie agence nationale et l'autre, les autorités plus locales. Donc, au niveau de l'air, nous avons établi des limites autour des villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans les villes elles-mêmes, quels sont les endroits qui vont être plus ou moins impactés par ce Clean Air Act. Donc, un exemple assez récent, qui s'est produit en décembre 2023, il y a eu effectivement une réglementation sur le méthane qui est motivée par le changement climatique, mais aussi par les objectifs de réduction de ces polluants. Donc, c'est une règle qui va être mise en œuvre au niveau national, mais qui va ensuite être déclinée au niveau de chaque État. Par exemple, pour l'ozone aussi, il y aura également, en fonction de chaque État, des mises en œuvre différentes. Et, au niveau des phénomènes de transport, et en particulier quand on traverse les États, pendant des années, il y avait des systèmes différents parce que, bon, on avait l'impression que l'ozone ne traversait pas les frontières, donc on a établi des règles, en particulier pour l'oxyde d'azote, pour que certains États puissent arriver à diminuer leurs émissions. Par exemple, à Noyau, ils avaient effectivement une source d'émissions très importante qui arrivait jusqu'à New York. Donc, il y a aussi des réglementations plus régionales. Et il y a aussi différentes règles et interprétations de ces règles qui se font. Et parfois, c'est arrivé rarement, mais parfois, il y a des États qui ne font pas leur travail, auquel cas c'est l'État fédéral qui va intervenir. Il y a aussi donc des sanctions, et c'est là qu'on est assez dur, si je puis dire, si les choses ne sont pas faites à temps, s'ils ne soumettent pas leur plan de mise en œuvre ou s'il n'est pas approuvé par le gouvernement, on peut retenir les subventions. C'est un des exemples de sanctions que nous avons dans le Clean Air Act. Et c'est quelque chose qui marche assez bien pour veiller à ce que, au niveau des agences des États, les plans de mise en œuvre soient bien établis. Donc, nous avons des partenariats sur l'ensemble des États-Unis, donc avec les agences de protection de l'environnement, mais aussi les agences d'État et les agences des communautés indigènes. J'ai ici une petite carte, un petit tableau des différents polluants. Alors, on n'est pas aussi exigeant, je dirais, que l'OMS, mais il y a des choses donc, qui ne sont pas encore tout à fait finalisées. Pour, par exemple, les PM2,5, on travaille sur la limite finale. Donc, ça va quand même être diminué, certainement pas mal même. Et ça va donc déclencher toute une liste d'autres exigences, ce qui fait que dans l'année, nous aurons de nouvelles recommandations des agences en fonction de ce que les villes peuvent avoir besoin ou non. Je voudrais maintenant parler de la Convention des Nations Unies pour la Commission économique pour l'Europe.
Alors, je me suis moi-même impliquée dans cette convention et ça fait même 25 ans que j'y suis. Et c'est une expérience très intéressante. J'ai l'impression de faire partie d'un projet où les pays se réunissent et travaillent tous ensemble sur la pollution de l'air. C'est vraiment, là, on a un traité multilatéral sur la pollution de l'air et on a fait beaucoup de choses sur les 40 dernières années. Je pense que c'est vraiment une très belle infrastructure scientifique et technique. Et beaucoup de notre travail, effectivement, a été établi à partir de ces liens. Et on a un programme également de renforcement des compétences qui marche bien, qui fait en sorte que les pays qui n'ont pas des programmes très sophistiqués de contrôle de la qualité de l'air, qu'ils soient en Union européenne ou les États américains ou au Canada, puissent effectivement accélérer leur processus. On a entendu parler de task force ce matin. Eh bien, nous avons travaillé effectivement dans une task force avec l'OMS sur les aspects plus sanitaires et nous avons toute une infrastructure à la fois scientifique et technique qui a grossi au fil des ans et qui nous a permis de bien travailler tous ensemble pour pouvoir signer qui sont donc désormais intégrés dans la loi et ça a été une grande réussite. Et donc, je pense que c'était parfait de voir les Américains travailler avec les Européens. Je pense qu'on s'est aidés mutuellement sur nos côtés législatifs également et ça nous a permis de progresser mutuellement. Vous avez ici quelques chiffres, quelques statistiques sur les réductions d'émissions qu'on a pu obtenir dans la région de CEE-ONU. Sur les défis, les difficultés, alors notre dernière évaluation remonte à 2016 et depuis, on n'a pas réussi à résoudre le problème de l'ozone dans la région et on a aussi un problème avec les 2,5 ppm. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à reprendre, il faut mieux travailler, il faut donc vraiment s'attaquer à tout ça, nous y sommes. Et puis, il faudra aussi davantage de ratification de ces protocoles de certains pays, en particulier l'Europe de l'Est, l'Asie, ainsi que d'autres, parce que la pollution de l'air, c'est un problème mondial, le méthane pour l'ozone, etc. Et donc, il faut que tout le monde, y compris la région CE de l'ONU, s'attaque à ce travail. Donc, ça montre qu'il faut travailler à tous les niveaux, du niveau local, régional, national, mais aussi mondial. Donc, nous sommes ici sur une approche vraiment multidisciplinaire et multi-pays pour travailler sur cette pollution de l'air et sur les effets au niveau du changement climatique et de la couche d'ozone. Voilà donc les problèmes qui nous occupent. Donc nous avons maintenant une politique parfaitement intégrée à ce sujet. Alors au niveau des réductions et des ratifications, nous y travaillons là aussi. On a aussi une task force de coopération internationale qui s'appelle FICAP. C'est une abréviation qui va au-delà de la région CE-ONU. C'est quelque chose qui se construit depuis des années et qui va au-delà de la région même pour voir plutôt l'aspect mondial. Donc, sachant que effectivement la pollution de l'air n'est pas juste une affaire locale. Donc, nous travaillons sur le protocole de Göteborg qui s'occupe en particulier des PM2,5. On a juste commencé, mais là aussi, ça pourrait permettre à aider les pays de la région à réviser leurs règles nationales parce que là, on va voir comment on va pouvoir peut-être rectifier les valeurs limites au niveau de l'ozone. Donc, il y a des négociations qui ont redémarré cette année. Ensuite, pour l'UNEA 6, j'ai dit que nous avions une résolution sur la qualité de l'air qui comporte plusieurs pays, dont le Canada, le Maroc, le Royaume-Uni. J'ai dit le Maroc, n'est-ce pas? Mais probablement le Kenya va nous rejoindre. Et on a plusieurs sponsors. Et l'idée, c'est d'arriver à remonter un petit peu
je dirais, la dynamique. On a effectivement le triple problème de la biodiversité, de la pollution et du changement climatique. Donc, on a essayé de proposer une résolution pour accélérer les choses et de faire en sorte que cette collaboration régionale se retrouve à un autre niveau pour essayer d'améliorer les questions de pollution de l'air. Et je serai heureuse d'en parler avec vous si vous voulez me contacter. Et je pense que j'en ai terminé avec ceci et je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons voir maintenant les enjeux de la mise en œuvre de la prochaine directive pour la France. J'ai le plaisir d'accueillir Diane Simiou, qui est la directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air. Vous êtes au sein de la DGEC. Alors, la question avec la DGEC, c'est de savoir de quel ministère dépend-elle, de Bercy ou du ministère de la Transition écologique. Les deux, mon général. Mais en ce qui concerne la qualité de l'air, la compétence est clairement du côté du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Très bien. Merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter les enjeux de la nouvelle directive dont on parle depuis ce matin pour la France. Alors, la qualité de l'air s'améliore en France. Donc vous le voyez, on voit sur ce graphe les émissions depuis l'an 2000. On voit des baisses assez significatives, donc 85% pour les dioxydes de soufre, à peu près 60% pour les NOx, moitié environ, une diminution de 50% pour les particules. Et donc en toute logique, les concentrations baissent également, avec une exception notable, qui est l'ozone. On y reviendra tout à l'heure. Néanmoins, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. On a encore 47 000 morts prématurés chaque année en France du fait de la pollution de l'air. On sait que ce n'est pas seulement une question de mort, on l'a dit depuis ce matin très bien, c'est aussi une question des maladies que subissent nos concitoyens. Et puis on a des valeurs limites qui sont encore dépassées dans certaines agglomérations, même s'il y en a moins en nombre, même si l'ampleur des dépassements a été réduite, même si le nombre de nos concitoyens qui vivent dans ces zones ont été réduits, ça reste absolument inacceptable. Et on a donc ce dépassement avec les mesures limites actuelles. Mais on l'a dit, la nouvelle directive va avoir des valeurs cibles qui vont être considérablement baissées et qui vont être beaucoup plus dures à atteindre. Donc aujourd'hui, on peut compter les territoires en dépassement sur les doigts d'une main ou les doigts d'une demi-main. Là, c'est ce qui se passerait si on avait aujourd'hui les valeurs limites proposées par la Commission européenne pour 2030, si elles s'appliquaient aujourd'hui. Ça, c'est les chiffres des concentrations de 2022. Et donc, vous voyez au regard de la façon dont les zones administratives de surveillance sont définies, qu'on a à peu près la moitié de la France qui serait en dépassement. Donc, Marianne Herra a dit tout à l'heure qu'on voulait que les poumons soient roses. Nous, notre objectif, c'est pas que cette carte soit rose. On voudrait que cette carte soit le plus blanche possible, donc avec le moins de rose et a fortiori le moins de rouge possible. Et ça, on voit qu'on va avoir besoin d'accélérer très fortement l'action pour y parvenir. Ça, c'est la carte pour les NOx. J'ai pas mis les cartes pour les particules ou pour l'ozone. La proportion est à peu près la même, même si les régions concernées ne sont pas exactement les mêmes, mais ça vous donne une idée des ordres de grandeur. Alors heureusement, on a déjà un certain nombre d'actions qui sont engagées, d'autres qui sont prévues, qui sont pas encore en place, mais qui vont porter leurs fruits et qui vont permettre de réduire le nombre de territoires en dépassement. Alors, ce graphique est un petit peu compliqué, je vous le concède. C'est l'INERIS qui l'a fait en lien avec le CITEPA, mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est une projection
du pourcentage de stations de mesure de la qualité de l'air qui montre donc le pourcentage de stations qui seraient en dépassement soit journalier, soit annuel, donc pour les NOx, PM2.5 et PM10. Alors, les barres grises, ça correspond à la situation qui était en 2018, et puis bleu en 2025, et puis vert en 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec les mesures qui ont déjà été adoptées, et notamment la loi climat-résilience, la loi d'orientation des mobilités, le plan de relance, on peut espérer diminuer très fortement le nombre de stations en dépassement par rapport aux valeurs limites de 2030. Néanmoins, on voit que ça ne suffira pas et qu'on sera quand même en dépassement dans un nombre qui reste important de stations. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère encore l'action. On a des mesures encore qui ne sont pas prises en compte dans ces modélisations, dans le cadre du pacte vert. Voilà, les investissements qui ont été réalisés dans le cadre de France 2030, l'accélération par exemple sur le leasing, mais on voit qu'on a encore besoin d'accélérer pour atteindre les objectifs. Et donc en fait, ce que ça montre, c'est qu'on va avoir besoin d'une accélération très très forte. D'une part, dans les zones qui sont déjà mobilisées, qui ont déjà des plans de protection de l'atmosphère, on a 34 plans de protection de l'atmosphère en France. On voit qu'on va avoir besoin de les renforcer, ces plans de protection de l'atmosphère, pour qu'ils nous permettent d'atteindre ces nouvelles valeurs limites. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a tout un tas de territoires qui sont aujourd'hui pas concernés par ces plans de protection de l'atmosphère, qui se sentent peut-être moins concernés par ces questions de qualité de l'air, et on va avoir besoin pour eux aussi d'avoir des PPA qui sont pour les zones qui risquent de dépasser les nouvelles valeurs, et la construction aussi de plans ozone en lien avec la pollution transfrontalière aussi en discussion en trilogue. Puis on a un très gros travail aussi d'adaptation du dispositif de surveillance de la qualité de l'air. On a des investissements lourds qui ont commencé à être faits, qui sont prévus dans le budget pour 2024, pour densifier le réseau de mesures, pour mesurer les particules ultra fines, pour mesurer les pesticides dans l'air, pour avoir une vision plus fine de l'état chimique de l'atmosphère via les supersites de surveillance. Et pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur ce système assez original qu'on a en France de surveillance de la qualité de l'air, qui est vraiment un dispositif qui est original, avec les ASCA, avec le consortium Prévert qui assure la prévision des épisodes d'ampleur nationale et la cartographie de la qualité de l'air à l'échelle nationale, avec le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air qui est composé du LNE, de l'INERIS, de l'IMT Nord-Europe, et puis l'ensemble des membres du réseau de surveillance de la qualité de l'air qui permettent de faire vivre au quotidien ce dispositif de surveillance dont la qualité est largement reconnue à la fois chez nous, mais aussi en dehors de nos frontières. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très précieux qu'on a, c'est que les collectivités, les citoyens ont confiance dans les ASCA. Et ça, c'est vraiment un capital qui est essentiel et qu'il faut qu'on préserve, une expertise, une indépendance qui est reconnue. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. On a besoin d'accélérer, on a besoin de faire comprendre à nos citoyens, on a beaucoup parlé de communication, que les zones à faible émission, ce n'est pas de l'écologie punitive, c'est pour protéger leur santé, que les mesures pour le chauffage au bois, c'est aussi un enjeu essentiel pour la santé. On va avoir besoin de le déployer dans des zones qui ne se sentent pas aujourd'hui concernées par ces enjeux de qualité de l'air. Et l'atteinte de ces objectifs de cette nouvelle directive, ça va être un défi qui va être très important, on l'a montré. Moi, je suis confiante parce que je pense qu'on a une équipe de France de la qualité de l'air, avec les ASCA, avec le LCSQA, avec les collectivités, avec les services déconcentrés de l'État, qui est mobilisée, dont les membres sont dans une relation de confiance. Et donc, je pense qu'on a tous les atouts nécessaires pour relever le défi de la mise en œuvre de cette directive en France. Merci.
Merci Madame Simiou, mais finalement c'est quand même sur les collectivités que le gros de l'effort va reposer. Un exemple d'évaluation des politiques de prévention de la pollution de l'air et de leurs effets sur la santé avec Sylvie Cassadou de l'Observatoire régional de la santé d'Occitanie qui nous présente la méthode EQUIS, qui n'a rien à voir avec le cheval. Non. Bonjour à tous. Je voulais d'abord excuser mon collègue Guillaume Boulanger de Santé publique France qui a été empêché au dernier moment. Et je vais donc faire cette intervention en solo. Donc, vous pouvez diapositive suivante. Vous pouvez mettre la diapositive suivante. Diapositive voilà. suivante. Donc la démarche EQUIS, ça veut dire évaluation quantitative de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique, en l'occurrence. Et donc c'est une démarche qui a été développée et qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Et plus précisément, elle a déjà été évoquée, cette approche, hein, où on a parlé de cas attribuables, de cas évitables, etc. Plus précisément, qu'est-ce que ça peut permettre de faire, une EQUIS? Eh bien, d'abord, dans une situation de pollution existante sur une zone donnée, elle permet effectivement de voir combien de cas soit de décès, soit d'événements de santé, sont attribuables à cette pollution existante. Ensuite, et en ça, elle peut être une aide à l'élaboration de stratégies de réduction de la pollution atmosphérique. Elle peut, pour une réduction donnée, un objectif, par exemple les nouvelles valeurs guides OMS, une réduction donnée de pollution atmosphérique, eh bien, traduire ça en cas de décès ou de maladies potentiellement évitables grâce à cette réduction. À l'inverse, on peut aussi se donner des objectifs sanitaires et se dire si on veut diminuer le nombre de cas attribuables ou de décès attribuables d'un certain pourcentage, eh bien voilà à quel niveau de concentration atmosphérique il faut arriver pour ce gain potentiel. Donc c'est vraiment une aide aux stratégies de gestion de la qualité de l'air. Diapositive suivante. Alors qu'est-ce qu'il faut quels sont les ingrédients, on va dire, d'une évaluation quantitative impact sanitaire de la pollution atmosphérique? Eh bien, non, c'est pas celui-là. Je sais pas, je peux faire avec ça? Non? Non, c'est avant. Il faut reculer. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, pour faire une EQUIS, il faut d'abord, et c'est le cœur du réacteur, si on peut dire, une relation mathématique entre les concentrations atmosphériques d'un polluant donné et un indicateur de santé, une incidence, un taux d'incidence, c'est-à-dire un nombre de cas rapportés à une population. Cette relation, elle doit être reconnue comme causale, c'est-à-dire que c'est bien l'exposition à cette pollution qui provoque, qui entraîne les cas observés, et elle doit être validée par la communauté scientifique et les équipes de l'OMS qui, ça a été évoqué tout à l'heure par Dorothée, regarde ces études et voit celles qui sont effectivement valides. Une fois qu'on a cette relation mathématique qu'on appelle fonction concentration-risque, eh bien, il faut des données de population sur le territoire qu'on étudie. En France, ces données sont publiées par l'INSEE à des échelles assez fines, échelles spatiales fines, telles que les îlots regroupés pour l'information statistique, les IRIS, qui est une échelle infracommunale.
Il faut aussi, bien sûr, les valeurs de concentration mesurées ou modélisées sur le territoire étudié. Elles sont produites, ça a été évoqué à plusieurs reprises, par les ASCA, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, et ces données sont également disponibles à l'échelle infracommunale de l'IRIS. Il faut enfin, pour faire une équisse, les données de santé sur le territoire étudié, bien sûr. Et là, ces données aujourd'hui sont dans différentes bases qui ont été regroupées dans le système national des données de santé et qu'il faut extraire de cette méga base, on va dire. Et là, malheureusement, pour ces indicateurs-là, les données ne sont disponibles qu'à l'échelle communale. On ne peut pas descendre en dessous pour des questions de confidentialité. Diapositive suivante. Alors, pour faire une équisse, je vous ai dit en 2 mots quels étaient les éléments clés. Il faut savoir que c'est une méthode pour laquelle il est utile et important de bénéficier d'une formation, à la fois sur la démarche et à la fois sur le logiciel produit par l'OMS. Il a déjà été cité, RQ+, que vous pouvez retrouver. Il est téléchargeable gratuitement et il est accompagné d'une série de guides pour son utilisation. Mais actuellement en France, il y a une formation qui est maintenant proposée chaque année à l'école de santé publique de Rennes, proposée par l'ADEME et Santé publique France. Par ailleurs, parallèlement, Santé publique France a publié plusieurs guides aussi sur cette démarche-là, selon le contexte du travail effectué. Et vous pouvez les trouver aussi gratuitement sur le site de Santé publique France. Voilà pour la méthode, c'est vraiment les éléments clés. Et je vais passer immédiatement à l'illustration de l'application de cette démarche sur le territoire toulousain. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc le contexte est celui des plans de protection de l'atmosphère et de leur révision, comme c'est le cas sur pas mal de grosses agglomérations en France actuellement. Donc ce sont les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui sont... ces réglementaires doivent avoir un plan de protection de l'atmosphère qui doit être révisé régulièrement. Et donc à Toulouse, on est en cours de révision de ce plan. Et dans ce cadre, on a démarré la démarche par 2 approches. Le chemin parcouru, c'est ce qui a été évoqué déjà, la réduction des concentrations, et ce qui nous reste encore à parcourir pour améliorer encore le gain sur la santé. Et puis on est allé regarder aussi la répartition de cet impact sur la santé au sein de la population de notre agglomération. Diapositive suivante. Vous l'avez sous les yeux, cette agglomération. En bas à gauche, vous avez la répartition de la population de cette zone qui compte 117 communes et 369 IRIS. C'est la population en 2019. Au-dessus, vous avez la carte, toujours par IRIS, des concentrations, en particulier en PM2,5, en 2019 aussi. Et puis en bas à droite, vous avez toujours pour 2019 les IRIS, la répartition des IRIS selon le niveau de défavorisation sociale de la population qui y réside. Diapositive suivante. Donc globalement, sur l'entièreté de la zone que vous venez de voir, et par rapport à la valeur guide OMS sur les polluants habituels, dioxyde d'azote, PM2,5, ozone, eh bien, on observe effectivement une réduction notable entre 2009 et 2019. Donc sur cette décennie-là, et par rapport à la valeur de référence, on observe une réduction de 56% de la concentration moyenne annuelle. Pour le dioxyde d'azote, c'est une réduction un peu moindre de 31%.
c'est près d'un tiers malgré tout. En revanche, pour l'ozone, là, on n'a pas observé d'amélioration, mais on pourra reparler de l'ozone si vous le souhaitez. Diapositive suivante. La traduction en impact sanitaire de cette réduction des différentes incidences d'indicateurs sanitaires dans la population âgée de 30 ans et plus, et pour 100 000 habitants, donc c'est rapporté à la population, hein, on observe effectivement une réduction, par exemple pour la mortalité, de 160 à 75 cas décès pour 100 000 habitants, bien sûr encadré dans un intervalle d'incertitude. Hein. Et donc c'est ce que vous avez sur le graphe de droite. On est passé de 160 donc, à 75 décès pour 100 000 habitants et par an gagnés grâce à la réduction de la pollution atmosphérique. Diapositive suivante. Je me dois de vous presser, Madame Cassady. Oui. Donc là, si on était encore en 2019 et qu'on bascule sur les valeurs guides OMS, eh bien, voilà sur la zone, cette fois-ci, ce n'est pas pour 100 000 habitants, on gagnerait 440 décès une année donnée, c'est la mortalité à long terme, 35 cas de cancer du poumon, c'est toujours l'impact à long terme, et 90 cas d'accident vasculaire cérébral. Et donc on voit que ce n'est pas complètement négligeable ce qu'on peut encore gagner sur notre zone d'étude. La dernière diapositive, s'il vous plaît. Donc là, c'est on a été regarder donc si à la fois l'exposition et l'impact sanitaire étaient homogènes sur cette zone d'étude et en particulier selon le niveau de défavorisation sociale. Ce qu'on a observé à la fois en 2009 et 2019, c'est un gradient de concentration croissant avec le niveau de défavorisation sociale. Ce sont les triangles oranges que vous voyez. Et avec une pente encore plus forte, un gradient croissant de l'impact sur la santé, augmentant avec le niveau de défavorisation sociale sur la zone. C'est une augmentation donc régulière qui a été observée en 2009, qui s'est accentuée encore en 2019, qui est observée sur les PM2,5, mais aussi sur le dioxyde d'azote, et qui est observée pour l'ensemble des indicateurs de santé. Là, vous avez la mortalité, mais c'est vrai pour les autres indicateurs de santé. Donc, on pourra en reparler si vous le souhaitez aussi. Et ça laisse à méditer. Merci. Merci, Sylvie Cassady.